Chers amis, chers camarades, je m'appelle Éric Martin et je voudrais vous parler de ce peuple qui n'en finit plus de ne pas naître, comme disait l'autre. Ce peuple, c'est le mien, le nôtre, qui se tient depuis longtemps au seuil de son histoire. Comment empêcher d'entrer dans la pleine possession de son humanité? J'entends par là non seulement se réapproprier sa liberté et son autonomie, son devenir, mais aussi son passé, son héritage culturel et symbolique. Je parle de ce commun qui est empêché d'advenir à lui-même. Et l'obstacle, ce n'est pas seulement l'absence d'autonomie politique nationale, et en ce sens, le Québec est loin d'être seul sur cette planète. En effet, combien de peuples ont leur indépendance formelle et sont pourtant toujours les esclaves d'un maître? Je parle de ce qui empêche l'entièreté des peuples du monde de se saisir de leur propre destin, ce qui nous enferme dans le monde forclos de la marchandise spectaculaire et tentaculaire, de ce qui se saisit du vouloir et du désir eux-mêmes pour les brancher sur la boulimie de la valeur, de ce qui est en train de détruire partout la culture et la civilisation, des iPads qui sont rendus obligatoires dans certaines écoles, des tableaux intelligents vendus par les amis du Parti libéral et qui crétinisent les personnes. Vous savez qu'en Grèce, l'Acropole, un site historique architectural jadis protégé, est désormais alloué pour qu'on y tourne des publicités. Le pouvoir de l'argent qui rentre dans le temple, ce n'est plus une métaphore. Nous avons connu cette année des cauchemars nucléaires. Nous avons vu le sous-sol qu'on explose et quantité de destruction auxquelles carbure notre accélération collective vers le rien. Je parle bien sûr du capitalisme. Dans notre histoire, nous avons rejeté le pouvoir du fédéral, le pouvoir du colonialisme, celui de l'Église, celui du conformisme, de l'enfermement. Nous avons exprimé le refus global. Mais nous ne nous sommes pas assez méfiés du pouvoir de l'argent et de la petite élite aux dents longues qui rêvait d'en tenir les leviers et de s'engraisser à même le Québec Inc. N'est-ce pas là que tout a basculé? N'est-ce pas là que le Québec a rejoué tardivement comme farce ce que le reste du monde moderne avait déjà vécu comme tragédie? Quand le projet d'une prise en charge réfléchie des communautés humaines par elles-mêmes s'est échoué dans son cauchemar et que la main invisible, le sujet automate du capital ont renversé l'idée même qu'il puisse exister quelque chose comme le bien commun, c'est-à-dire une visée commune du bien. Merci. Il y a, disait le philosophe Hegel, des périodes où, à la facilité avec laquelle l'esprit se satisfait, on peut mesurer l'étendue de sa perte. Que reste-t-il de l'esprit de notre peuple? Que reste-t-il de nous, en effet, lorsque nous sommes plus pressés de savoir nous vendre que de savoir nous connaître? Il faudrait demander à Lucien Bouchard, à Jean Charest, à François Legault et à ses autres marioles. Mais Michel Chartrand nous avait déjà averti que le capitalisme était un système asocial, amoral et apatride, hein? Lucien Bouchard, Jean Charest, Pierre-Carl Péladeau, François Legault, pour ne nommer que ceux-là, hein, comme le disait le général de Gaulle, mort au con, vaste programme. Ces gens-là sont définitivement des asociaux, des amoraux et des apatrides, tout comme le maître capital qu'ils servent. Et nous sommes le peuple, ce peuple qu'ils vendent aux entreprises capitalistes immondes. Sous nos pieds, le sous-sol rocheux et l'eau seront détruits pour libérer des énergies gazières qui vont nourrir la surproduction décervelée. Les forêts seront rasées à blanc. Le cœur des villages sera éventré pour nourrir la bête affamée qu'est la valeur. La jeunesse de ce pays, comme celle de tous les pays, devient du capital humain. Quel mot barbare! C'est terrible. On ne s'intéresse plus aux esprits des jeunes que comme des boîtes à idées vendables. Et pour le reste, on leur enseigne l'ignorance, à ne désirer rien d'autre qu'un salaire et des babioles en échange d'une aliénation totale et d'un comportement docile. Comble de ridicule, on pousse l'affaire jusqu'à les faire payer le gros prix pour avoir le privilège d'être méprisés de la sorte avant qu'on les jette après usage. On se demande aussi ce qu'il reste de la vie de famille quand les gens travaillent autant et sont plus endettés que jamais, quand on demande la mobilisation totale des travailleurs et travailleuses à qui on vole leur temps et leur futur par l'endettement, quand nous assistons à la domination de l'économie sur tout le reste de la société, si bien que le Québec s'efface derrière le Québec Inc., comme le monde entier s'efface derrière Capital. Le tout avec l'appui actif des gouvernements et des États,
des partis politiques technocratiques qui n'aspirent à rien d'autre qu'à gérer la croissance de l'argent plutôt que de protéger leur population. J'y reviens parce que ça me touche particulièrement en tant que professeur de philosophie. Notre système d'éducation est de plus en plus vidé de son esprit. La hausse des frais de scolarité, les cerveaux de la jeunesse qu'on donne en pâture aux corporations et qui font étrangement penser à ce Nord qui est livré pour des pinottes aux bulldozers éventeurs des minières. Mais la jeunesse est loin d'être imbécile. Et à ce gouvernement qui leur propose l'éducation chère et le contrôle social par l'endettement, ils répondent par un mouvement social historique qui est aujourd'hui dans la rue et qui dit que le Québec vaut mieux que son élite vendue. La jeunesse nous le dit, le Québec n'est pas mort. Mais par contre, le Québec est sous attaque. Partout, c'est l'esprit du capitalisme qui vient non seulement exploiter la force de travail, mais détruire aussi la nature et notre imaginaire et notre culture. Et évidemment, ces destructions ne sont pas propres au Québec. Il s'agit d'un combat international de résistance que doivent mener les peuples pour se réapproprier ce qu'ils sont déjà et ce qui leur appartient en propre. Nous sommes, comme le disait Félix Leclerc, ce géant soumis qui a trop dormi, mais là, il est midi. Notre combat est international, notre combat est anticapitaliste parce que nous sommes camarades de par le monde et que tous les humains sont de ma race. Alors que nous sommes, au même titre que tous les peuples de la planète, menacés par la colonisation de nos imaginaires par la barbarie, il nous faudra trouver des réponses et malheureusement, ça ne peut pas être simplement un retour au slogan d'un certain marxisme, ceci dit en tout respect à Marx. Peut-être faudrait-il alors, si on veut recommencer là où nous avions laissé tomber l'affaire, se rappeler de ce que disait Charles Gagnon dans son conte à l'adresse de la jeunesse de mon pays. Alors, je vous cite Charles Gagnon. « À l'époque, on ne se posait pas trop de questions, ni sur notre objectif, ni sur le sens de la vie, ni sur notre identité, je sais. On aurait dû sans doute, j'en conviens. Mais nous avons voulu aller trop vite et nous avons laissé tomber tout d'un coup les questions que les intellectuels, les écrivains, les artistes, les historiens avaient posées depuis la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'au mouvement de la jeunesse dans les années 60. Nous avions laissé tomber cette recherche consciente d'un nouvel humanisme en nous concentrant trop uniquement sur les conditions matérielles de son avènement. Voilà. Nous en venons donc à ce constat que notre libération n'est pas uniquement affaire matérielle, affaire d'argent, de ressources, de moyens, de formes. C'est avant tout une affaire d'esprit. C'est intéressant de parler du financement de l'éducation, des services publics, des impôts ou du prix de l'essence, mais toutes ces questions restent prisonnières du carcan conceptuel de l'économie d'abord, oui, et des deux mains sur le volant. Or, il faut sortir de l'économie. Ou alors, c'est l'économie qui va nous sortir. Hein? Nous sommes appelés à développer un nouvel esprit, celui d'un nouvel humanisme écologique, à retrouver le sens de l'esprit du commun et la reconnaissance de la beauté du monde. Retrouver l'amour du monde, comme le disait le regretté sociologue québécois Michel Freytag. Voilà qui peut sembler pour certains fleurs bleues, la beauté du monde, hein, c'est fleurs bleues. Comme s'il suffisait d'attendre puis que la beauté allait se montrer. Mais tout au contraire, nous voici engagés, et nous le sentons en ce jour au Monument national et en cette grève étudiante historique et à l'aube du 22 avril, nous voici sur les pentes d'un combat devenu total pour nous réapproprier notre monde commun. Pour que l'esprit des peuples entre chez lui par la grande porte, il lui faudra d'abord balancer dehors la vulgarité marchande. Combattre l'esprit du capital veut dire bien sûr combattre les idées, l'imaginaire, mais aussi sa façon de s'organiser dans nos vies quotidiennes, la domination du travail sur nos vies, de la marchandise sur le temps, de l'accélération sur la durée. Cela veut dire réorganiser les rapports sociaux, non pas pour faire le maximum de maximum et le plus de plus. Ça veut dire en finir avec l'utilitarisme à courte vue et réassujettir nos pratiques à une idée collective de la vie bonne. Nous avons grand besoin, disait Pierre Vadeboncoeur, de développer une culture de la liberté qui puisse donner corps à notre désir d'autonomie. Nous devons, disait-il, redécouvrir le point précis où nous pouvons revenir vers les hommes sans les avoir trahis. Apparent paradoxe, comme le disait ce matin Bernard Raymond, où la révolution et la liberté qui nous appellent paradoxalement à redécouvrir un certain sens de notre passé, le seul qui puisse donner à la liberté
un autre nom et un autre contenu que l'esprit de la marchandise. Culture de liberté, cela veut donc dire, bien sûr, émancipation, briser les contraintes, comme le disait notre animateur, mais aussi retrouver le désir du lien, de l'appartenance, de l'enracinement. J'aimerais maintenant citer la philosophe Simone Weil. De par la durée, la collectivité a ses racines dans le passé. Elle constitue l'unique organe de conservation pour les trésors spirituels qui ont été amassés par les morts, l'unique organe de transmission par l'intermédiaire duquel les morts peuvent parler aux vivants. Et c'est l'unique chose terrestre qui est un lien direct avec la destinée éternelle de l'homme. C'est le rayonnement de ceux qui ont su prendre conscience complète de cette destinée, transmise de génération en génération. Nous pouvons difficilement trouver une chose si on ne la cherche pas, et si on n'a aucune connaissance de cette chose, évidemment. Or, cette appartenance que nous cherchons, que nous désirons, elle est déjà en nous. Elle est le commun possible que recouvre le mensonge de l'individualisme consommateur libéral. Elle est l'expérience que nous faisons de la justesse de notre rapport au monde quand nous embrassons un ou une camarade ou qu'on revoit un membre de sa famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Une expérience qui est recouverte par l'isolement et la séparation auquel conduit le spectacle. Elle est l'amour que nous avons pour ces lieux de passage ou ces êtres passeurs qui ont su médiatiser notre advenir au monde. Mais pour la trouver, cette appartenance, pour l'aimer, pour en faire la substance de notre sagesse et pour la vouloir, il faut apprendre à la désirer. Ce que nous sommes nous appartiendra si nous donnons la peine de vouloir cette appartenance et de l'aimer, et que nous sommes prêts à nous battre sans concession pour entrer là où nous sommes déjà et pour nous tenir, comme disait Miron le Magnifique, debout dans l'horizon de la justice pour la suite du monde. Salut Perrault. Aujourd'hui, le printemps québécois. Demain, peut-être, indépendance et socialisme. Indépendance et socialisme, un possible fiché dans notre histoire comme un éclat à libérer. Vive la liberté, vive l'indépendance. Merci.